Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire de José Mojica, l'homme d'État. José Alberto Mojica est un homme d'État uruguayen né le 20 mai 1935. Il est le 40e président de la République, de mars 2010 à mars 2015. Son histoire commence dans les années 60. Face à la dégradation du niveau de vie et de la hausse de la corruption en Uruguay, le jeune José s'engagea naturellement au sein d'un mouvement de libération et combattit avec d'autres figures emblématiques de l'époque. Il combattit les forces de la dictature militaire en prenant la démocratie et l'égalité sociale. Malheureusement, il finit par se faire arrêter avec d'autres frères d'armes en 1973 et fut détenu en captivité dans des conditions sordides pendant plus de 15 ans, dont 12 ans en isolement total. Au début, il fut emprisonné dans un cachot puis jeté au fond d'un puits au milieu des rats pendant plusieurs années, avant d'être transféré de cellule en cellule. Il était quotidiennement humilié, affamé, assoiffé, torturé et parfois menacé de mort à la roulette russe. Il lui arrivait souvent de boire sa propre urine pour ne pas mourir de soif. Au niveau psychologique, des décennies après, José revint sur l'époque de sa détention et avoua qu'à force d'être torturé et isolé pendant plusieurs années, il était à deux doigts de sombrer dans la folie et qu'il lui arrivait par exemple d'entendre des voix au fond du puits dans lequel il était jeté. À sa libération, les dégâts psychologiques étaient tels que José était considéré comme inapte à une vie sociale. Il fut néanmoins suivi par une psychiatre qui l'aida pendant des années à réorganiser ses pensées en lui faisant faire des exercices mentaux comme recopier des ouvrages de chimie. Petit à petit, José retrouva ses esprits et s'engagea même en politique. Il gravit les échelons et devint député, sénateur, président du Congrès, ministre de l'Agriculture, puis président en 2010. Au niveau politique, José ne fut pas un président parfait. Il commit certes quelques erreurs de jugement, de maladresse, prit parfois des décisions sous le coup de l'émotion, mais en l'espace de quelques années, il apporta plusieurs changements à son pays. Il réussit entre autres à rehausser le salaire minimum de 250%, à baisser le taux de chômage de 13 à 7%, à faire passer le taux de pauvreté nationale de 40% à 11%, à augmenter de 25% les dépenses sociales dans le budget de l'État, à déclencher une guerre à l'évasion fiscale en essayant de réduire le secret bancaire, à légaliser le cannabis sous l'autorité de l'État afin de limiter la délinquance, etc., etc. Au niveau personnel, il se distingua à l'échelle internationale par son mode de vie très modeste et sa personnalité généreuse. Il délaissa à titre d'exemple le palais présidentiel pour habiter la petite ferme de son épouse, donna environ 90% de son salaire présidentiel à un programme de logement social, conservant pour lui-même l'équivalent du salaire moyen en Uruguay, environ 900 € par mois. Et n'hésita pas à vendre des bâtiments publics pour construire des logements sociaux. José poussa la générosité et la compassion jusqu'à proposer en 2012 d'ouvrir le palais présidentiel aux sans-abri si les places venaient à manquer l'hiver dans les centres d'hébergement. Et il accepta d'accueillir en Uruguay 6 détenus du Guantanamo ainsi qu'une centaine de réfugiés syriens, principalement des enfants. Au niveau philosophique, interrogé sur son mode de vie austère, José répondit un jour en disant « J'ai choisi de vivre dans l'austérité, la renonciation, car j'ai besoin de peu pour vivre. Ma plus grande richesse, c'est mon temps. Quand j'achète quelque chose avec de l'argent, je le paye avec le temps que j'ai passé à gagner cet argent. Je n'ai rien contre les gens qui ont de l'argent, contre les gens qui aiment l'argent, ou même contre ceux qui le vénèrent. Mais je pense que ces gens n'ont rien à faire dans un gouvernement. Leur valeur ajoutée véritable se trouve, à mon avis, au niveau de l'industrie ou du commerce, pas au niveau de la politique. Je dis cela sans aucune méchanceté, car de façon générale, même quand les plus riches gouvernent avec de bonnes intentions, l'idée qu'ils ont du monde et de la vie est déformée par l'opulence dans laquelle ils vivent. Raison pour laquelle je crois sincèrement qu'il est tout à fait normal, voire indispensable, dans un pays démocratique comme le mien,
que les hauts représentants et les hauts responsables goûtent au même niveau de vie que celui de la majorité de leur pays. Lors de la conférence sur le développement durable des Nations Unies, José fit un très beau discours qui fit repris des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, dont voici une partie. Je viens d'un pays très riche en ressources naturelles. Mes compatriotes se sont battus pour obtenir la journée de travail de 8 heures. Aujourd'hui, ils travaillent 6 heures, mais celui qui travaille 6 heures doit cumuler 2 boulots, donc il travaille encore plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il accumule des crédits à rembourser, la moto, la voiture, etc. Toujours plus de crédits. Et quand il a fini de payer, c'est un vieillard perclus de rhumatisme comme moi, et la vie est passée. Je vous pose la question, est-ce que c'est cela la vie? Nous touchons ici le cœur du problème. Le développement ne doit pas être opposé au bonheur, il doit favoriser le bonheur des hommes, il doit favoriser l'amour, les relations humaines, permettre de s'occuper de ses enfants, d'avoir des amis, d'avoir le nécessaire. Parce que c'est précisément la chose la plus précieuse. Et dans notre combat pour l'environnement, n'oublions pas que l'élément essentiel, c'est le bonheur des hommes. José quitta son poste de président le 1er mars 2015, renonça ensuite à son siège de sénateur et retourna à sa ferme et à son potager, en laissant l'économie du pays relativement en bonne santé, avec une stabilité sociale meilleure que celle des pays voisins. Premier point d'analyse, l'isolement social peut avoir des impacts psychologiques graves sur la santé mentale. Pendant sa jeunesse, José fut jeté dans un puits et maintenu en isolement pendant des années, jusqu'à en perdre la raison. À sa libération, les dégâts psychologiques de l'isolement étaient tels qu'il fut considéré comme inapte à une vie sociale, et ayant besoin de suivre un traitement psychiatrique pour réussir à retrouver ses esprits. Parallèlement, dans nos sociétés modernes, nous pouvons remarquer des centaines, voire des milliers de personnes comme José, qui choisissent volontairement ou involontairement de se maintenir en isolement social. Parfois, ces personnes préfèrent se rencontrer en petits groupes autour d'une thématique en totale inadéquation avec la vraie vie, la vie réelle. Et parfois, pour les cas les plus prononcés, elles choisissent de vivre cloîtrées chez elles pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortent que pour satisfaire les besoins les plus nécessaires. Le cas extraordinaire dans le monde, c'est celui des hikikomori au Japon. L'isolement peut avoir plusieurs causes, que je ne vais pas avoir le temps de détailler ici, mais il risque surtout, comme nous le montre l'histoire de José, de provoquer des impacts négatifs au niveau psychologique et mental, parfois même irréversibles, raison pour laquelle je pense que l'un des prérequis nécessaires à notre époque pour que je puisse avoir un équilibre sain et une vie bien remplie, c'est d'enrichir au maximum possible ma vie sociale via des rencontres réelles et intéressantes. Des rencontres qui vont me permettre de me nourrir psychologiquement, intellectuellement, professionnellement et même émotionnellement. Ce que je retiens donc de ce point, c'est que José n'a pas eu le choix. Et que la vie est trop belle pour la passer en isolement volontaire. Car dehors, il y a des gens extrêmement intéressants qu'il serait dommage de passer devant sans leur dire bonjour. Deuxième point d'analyse, la force de la volonté n'a apparemment pas de limite. Elle permet de surmonter même les problèmes mentaux. Comme nous l'avons déjà vu dans le premier point, après la libération de José, les dégâts psychologiques de la torture et de l'isolement étaient tels qu'il fut considéré comme inapte à une vie sociale. Ceci dit, avec un peu de lucidité qui lui restait, José s'accrocha et travailla dur pendant des années avec l'aide d'une psychiatre pour réorganiser ses idées grâce notamment à des exercices favorisant la motricité intellectuelle comme recopier des ouvrages de chimie. X années après, José réussit non seulement à retrouver ses esprits, mais réussit aussi à guider et à améliorer la vie des millions de personnes. Quand j'ai lu la première fois cet épisode de sa vie, je me rappelle être resté abasourdi. Je ne savais pas que la volonté humaine pouvait réparer même les problèmes psychologiques. J'avais comme idée qu'une fois le mental touché, la situation devenait irréversible et désespérée. L'histoire de José m'a montré que j'avais tort. Aujourd'hui, le message que j'essaie de transmettre via mes interventions et mes accompagnements, c'est que la volonté humaine est capable de plier les obstacles les plus durs.
et qu'elle est capable de résoudre les problèmes les plus insolubles. Quand quelqu'un me pose la question suivante, pensez-vous que telle ou telle chose soit possible pour moi? Eh bien, généralement, je donne la réponse suivante. Cela dépend de votre niveau de volonté. Si vous avez une volonté à 3% vis-à-vis de tel ou tel objectif, alors même l'obstacle le plus simple peut devenir insurmontable pour vous. En revanche, si vous avez une volonté à 3000%, même l'obstacle le plus infranchissable finit par céder. Troisième point d'analyse, celui qui touche le fond se rend compte plus facilement et plus naturellement des vraies valeurs des choses. Après avoir touché le fond et passé des années à vivre en captivité dans des conditions sordides, cellules délabrées, cachots investés de rats, etc., José se rendit compte de la vraie valeur de la vie. Une fois libéré, il fut tellement reconnaissant qu'il choisit de vivre dans une certaine forme d'humilité et d'austérité, jugeant avoir besoin de peu pour être heureux et considérant son temps comme sa plus grande richesse. Quand je fais le parallèle entre l'état d'esprit de José et celui de la plupart des gens que je connais ou que je rencontre, je constate que les personnes qui ont déjà touché le fond au moins une fois dans leur vie, ou frôlé la mort, ont généralement tendance à se montrer plus reconnaissants, plus humbles vis-à-vis des autres, et plus calmes face à l'adversité. Contrairement aux personnes habituées à vivre dans une certaine forme d'opulence, à qui, selon elles, tout est dû. Elles exigent par exemple le respect des autres sans se donner la peine de faire de même ou se mettre à leur place. Elles râlent, elles s'énervent à la moindre contrariété, etc. Ce que je retiens donc de ce point, c'est de m'inspirer au maximum possible du comportement et de l'expérience de vie de ceux, d'abord de mon entourage, qui ont déjà, à un moment ou à un autre de leur vie, touché le fond. Ces personnes sont généralement bienveillantes et offrent gratuitement des expériences de vie extrêmement riche d'enseignements. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est d'éviter d'avoir un contact trop prolongé avec ceux qui passent leur temps à râler et à se plaindre de tout et de rien, ou ceux qui pensent que tout leur est dû. Le genre de personnes ayant grandi dans un monde de bisounours, qui pensent avoir compris la complexité de la vie grâce à 2-3 bouquins de psychologie comportementale ou de sociologie moderne. Quatrième point d'analyse, être un leader, ça ne s'enseigne pas dans les bouquins, mais ça s'apprend sur le terrain. Quand José prit le pouvoir et décrocha la présidence de l'Uruguay, il commença par donner 90% de son salaire aux plus pauvres, afin d'encourager la solidarité, et s'installa dans une petite ferme au lieu d'aller vivre dans le palais présidentiel, pour se mettre au même niveau que tout le monde. Il participa activement au développement de son pays et une fois son mandat terminé, il lâcha le pouvoir et renonça ensuite à son siège de sénateur pour laisser la chance à d'autres personnes d'apporter leur pierre à l'édifice. Du début jusqu'à la fin, José se comporta vis-à-vis de ses compatriotes plus comme un vrai leader que comme un simple chef. Résultat des comptes, il réussit à faire avancer son pays et à marquer des points honorables au niveau politique, social et même économique. De façon générale, quand j'ouvre les livres de management, je trouve des pages et des pages d'explications théoriques concernant la différence entre le mot chef et le mot leader. Des explications comme par exemple le chef donne des ordres tandis que le leader donne son avis et participe au processus, le chef cherche des exécutants tandis que le leader cherche des partenaires, le chef use ses collaborateurs tandis que le leader les fait grandir, le chef tire la couverture à lui tandis que le leader met en avant son équipe, etc. L'état d'esprit leader est clairement encouragé dans ce genre de bouquin par rapport à celui du chef. Mais dans la réalité, sur le terrain, c'est complètement autre chose. À titre personnel, sur plus de 10 ans d'expérience dans les grandes entreprises, j'ai rarement vu de vrais leaders. Je le dis et je l'assume. Encore moins ceux qui ressemblent à José. Par contre, j'ai vu des dizaines, voire des centaines de chefs et de managers qui tentent de surfer maladroitement sur la vague du nouveau management, en s'autoproclamant leader. Généralement, ils réussissent à tenir le coup. Enfin, quand tout va bien. Mais dès que le vent commence à tourner, ils paniquent et sortent leurs vieux schémas comportementaux basés sur les ordres, les reproches et la dictature.
Ce que nous apprend l'histoire de José, c'est qu'un vrai leader ne cherche pas à coller artificiellement à un standard expliqué dans les bouquins afin d'être à la mode, mais un vrai leader est avant tout celui qui, au fond de lui-même, au plus profond de ses tripes, a une réelle passion pour la progression et l'avancement, le bien-être et l'équilibre de ses semblables, autant professionnels que personnels. Voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos remarques et aussi votre analyse de l'histoire. Si vous avez besoin d'échanger sur un autre sujet ou d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à aller faire un tour sur mon site web. Cela vous permettra d'avoir plus d'informations sur moi et sur ce que je propose comme service. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle vidéo dans laquelle je partagerai avec vous quelques points d'analyse concernant l'histoire d'aujourd'hui.